Bon, on reprend. Donc, usage post-travaux, donc on est au stade du choix des artisans qualifiés. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque d'exécution difficile. Après, on passe dans le suivi des travaux, donc également un problème d'exécution qui pourrait apparaître, bien sûr, mais enfin ça peut arriver. Et puis la validation par le bureau d'études, et Anna Spenceman a commencé à en parler. Et là, on arrive à l'exécution, à la recette des travaux. On pourrait voir rapidement les freins. Donc les freins identifiés, c'est pour le maître d'œuvre une maîtrise imparfaite des techniques d'efficacité énergétique. Il faut oser le dire. Encore une fois, on a commencé à en parler. Une inexpérience de chantier comparable, un groupement sans artisan référent. On revient à la notion qui consiste à dire qu'il faut que quelqu'un manage l'ensemble. Et puis un manque de coordination technique et de vue d'ensemble. Donc ce sont des sujets qu'on aborde par différents angles cet après-midi, mais qui sont absolument essentiels. Au niveau du maître d'œuvre également, on l'a dit, mais on y revient ici de façon structurée, la complexité des normes de façon générale, alors je dirais presque la complexité des réglementations, et on a vu qu'elles évoluent vite et que du coup c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'on applique. La différence entre la plaine et la montagne, comme on est à Grenoble, c'est quand même intéressant de le souligner. Et puis l'empreinte écologique des travaux, dans la mesure où effectivement, dans le choix des matériaux, il y a un aspect important en termes de frein sur cet aspect-là. Suivi des travaux, donc la non-implication du syndic ou du conseil syndical dans la réalisation des travaux, c'est important que l'ensemble soit solidaire à poursuivre les travaux. Et puis où est une insuffisance technique pour suivre l'exécution des travaux. Et puis sur la recette, un écart significatif avec les travaux attendus et des travaux supplémentaires rendus nécessaires. Ce qui, bien sûr, rend encore plus la problématique des coûts difficile. Bon, sur ce sujet, il est important d'avoir l'avis d'un certain nombre d'intervenants majeurs, et donc Pierre Patroncini, qui va se présenter lui-même, va nous donner son avis de praticien dans la globalité du sujet. Pardon. Bonjour à tous. Je vais me présenter très succinctement et ça va être l'occasion pour moi de présenter les différentes activités. Pierre Patroncini, je suis artisan et électricien en activité. J'interviens aussi bien dans la rénovation énergétique en tant qu'électricien et surtout beaucoup en amont, en discussion avec nos clients. J'interviens très peu en copropriété, donc je ne dirai pas grand-chose sur les copropriétés. Mais je suis également aujourd'hui présent pour représenter tous les artisans du département de l'Isère. Je suis administrateur de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Isère. Ça représente à peu près 26 000 entreprises, ce n'est pas rien, 40 000 salariés. Dans ces 26 000 entreprises artisanales, 43% sont du bâtiment, donc interviennent directement ou indirectement dans la rénovation énergétique et j'en fais partie. Ça, c'était déjà la première chose que je voulais aborder et juste dire ce qu'est une chambre de métier de l'artisanat de l'Isère. Quelques mots très simples. On est une administration publique, on est un service public. La seule différence, c'est qu'elle n'est pas gérée par un fonctionnaire, mais elle est gérée par nous, nos pairs, nos artisans. On a un bureau avec un président et un conseil d'administration. Donc c'est un véritable service public dédié à l'artisanat. Et notre seul interlocuteur, quand on doit avoir des informations à faire remonter, nous, c'est le préfet. Et ensuite, c'est notre ministère des tutelles. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le nom, ça change tellement souvent que je suis incapable de vous le dire. Voilà, c'était juste pour vous présenter comment l'artisanat est représenté aujourd'hui. J'ai entendu des choses tout à l'heure, alors maintenant je vais faire un petit peu quelques éléments de réponse. Concernant la rénovation énergétique, nous, Chambre de métier, on est là aussi pour accompagner les entreprises à se professionnaliser. On n'empiète pas du tout sur les organisations professionnelles, parce que je suis également membre de la Fédération française du bâtiment,
il y a d'autres organisations professionnelles. Tous les métiers de base qui sont par ces organisations professionnelles font très bien leur métier et professionnalisent également les entreprises artisanales. Nous, champ de métier, on va être plus transversal, on va d'abord aider les entreprises à monter en compétence dans la gestion des entreprises et dans la relation avec son client. On accompagne l'entreprise avant qu'elle soit créée, il faut bien le savoir, jusqu'à sa transmission à un autre collaborateur ou à un autre artisan. On est là pour ça, pour accompagner. Les organisations professionnelles, pour en dire un petit mot, c'est elles qui font les formations RGE. On entend RGE, reconnu garant de l'environnement. Elles le font très bien. Et ce que je peux donner un seul chiffre, c'est même pas un chiffre, c'est un constat. C'est légèrement en baisse à l'heure actuelle de la demande de gens qui redemandent la labellisation RGE. Ça ne représente pas grand-chose, hein, c'est quelques pourcents des artisans. C'est peut-être dommage, oui, il faut le reconnaître. Et ces formations-là sont quand même très bien faites et accompagnent beaucoup les artisans pour aider justement la phase de décision aussi chez les clients particuliers, parce qu'on intervient énormément chez les particuliers, bien entendu. Je voudrais faire juste un constat aussi avec les syndics qui sont là, et leurs représentants, et les bailleurs sociaux. C'est que arrêtons de tirer les prix vers le bas. Si vous voulez obtenir des prestations qui tiennent la route, au bout du bout, n'oubliez pas qu'il y a une entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise artisanale. Les 3/4 du temps, vous obtenez de la très mauvaise qualité parce que vous n'avez pas su y mettre du prix. Là, je serai intraitable. Hein, je vous le dis. Arrêtons d'étirer les prix vers le bas. Le pas cher coûte cher. Ça, c'est ma grand-mère qui le disait, vous l'avez tous entendu. Si vous voulez obtenir des prestations de qualité qui durent dans le temps, si vous voulez que ce soit des entreprises qui ont fait une bonne qualification, prenez des entreprises locales, le plus près de chez vous, qui sont connues et reconnues. Ça va pour le client particulier comme tous les organismes qui lancent des appels d'offres pour faire de la rénovation énergétique. Est-ce que c'est normal que des entreprises font 300-400 km pour venir faire des façades? Voilà, je pose juste la question. On le voit encore souvent, de moins en moins, mais on le voit encore. Donc pensons-y. Les personnes qui interviennent à l'intérieur d'un logement, c'est quand même mieux qu'elles parlent le français avec le locataire. Il faut lui expliquer ce qu'il est en train de faire, parce que malgré tout, quand on intervient dans un bâtiment qui est en cours de rénovation et occupé, c'est assez fréquent, c'est des retours d'expérience qu'on a, les intervenants ne parlaient pas toujours français. C'est un peu dommage. C'est pas facile d'expliquer ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire si on ne parle pas la langue, beaucoup comme il faut. Voilà, moi, mon intervention va se limiter à tout ça pour dire que la rénovation énergétique doit être quelque chose de local. Parce qu'on est, ici, nous, entreprise locale, on est dans un cadre de travaux, on ne sait pas le délocaliser, on ne va pas faire les travaux ailleurs, on les fait ici sur place. Et bien souvent, si on travaille en proximité, on fait du lien social aussi. Donc, étant un peu de prix, il faut faire du lien social, il faut faire de bonne qualité et avoir des bâtiments rénovés dans de bonnes conditions. J'entendais ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, vous avez entièrement raison, mais il y a quand même des entreprises locales qui font un très bon boulot. Donc je suis là pour soutenir, moi, l'artisanat local, l'artisanat de proximité. J'interviendrai après, peut-être au fur et à mesure des questions qui viendront se poser. Dans le cadre de la rénovation énergétique, il y a un très fort potentiel pour que tout le monde s'y retrouve dans de bonnes conditions. L'emploi local, faire des économies chez nos clients, on a toujours su le faire parce que il y a une chose qu'on oublie, tout professionnel qu'on est, entre nous, là il y a beaucoup de professionnels, on a l'obligation et le devoir d'information. Et de la bonne information parce qu'on peut être retoqué si on ne donne pas une information cohérente et correcte. Après, nous, entreprises, on intervient dans la rénovation énergétique quand tout le processus en amont a été fait d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux d'études, il faut que les bureaux d'études travaillent aussi de pair avec les entreprises quand elles font la mise en œuvre. Parce que, je vais agacer un peu les bureaux d'études, je ne les mets pas tous dans le même panier, il y en a de très bons, mais il y en a aussi de moins bons, qui partent du principe, moi, j'ai été payé pour faire mon boulot, je l'ai fait, je n'ai pas le partagé aux entreprises.
Ça, c'est une hérésie, ça aussi. Ça arrive trop souvent, où on oublie, le bureau d'études oublie de partager ses études et son travail. Il a été rémunéré. La question se pose, est-ce qu'il a été rémunéré à juste titre? Ça, Anas a posé la question, et c'est pas toujours le cas. Donc il y a un partage de l'information qui doit se faire aujourd'hui avec l'entreprise qui fait la mise en œuvre d'un bout à l'autre, avec l'entreprise qui a fait l'étude. Parce que si les deux oublient de se parler, l'entreprise qui intervient va peut-être des fois faire à sa manière, ce qui ne correspond pas à ce que le bureau d'études avait prévu. Et on arrive à des solutions qui ne sont pas correctes, c'est clair. Donc là, il y a un échange à faire de discussion en amont. Et c'est pour ça que nous, Chambre de métier, on a mis en place la promotion des groupements d'entreprises, pour que ce soit des entreprises qui ont l'habitude de travailler entre elles. C'est ce qui est mis en place dans l'opération Murmure 2, mais uniquement pour la maison individuelle. Donc ça peut se transposer aussi dans la rénovation dans le collectif. Des groupements d'entreprises qui ont l'habitude de travailler entre elles et qui sont capables de bien s'organiser en amont avant justement d'attaquer les travaux pour qu'on ait une offre globale et peut-être, si ça c'est un vœu pieux parce que je l'ai essayé de mettre en place pour aller il y a 6 ou 7 ans en arrière, dans le cadre d'une coopérative d'artisans, où on deviendrait on avait un architecte et un bureau d'études intégré, et on avait la possibilité de faire notre suivi de travaux, d'un bout à l'autre de la chaîne. Et après, on ne faisait pas du tout les bureaux d'études en amont, mais un bureau d'études interne pour faire le suivi des travaux dans la coopérative. Et ça, c'est important. C'était une sorte de coordinateur technique pour toutes les entreprises. Ça, c'est important. Mais surtout, on ne veut pas se prendre la place. Il faut que chacun reste à sa place. Bureau d'études, entreprise de mise en œuvre. Et moi, je promeus également les bureaux de contrôle. Parce que contrôler ce qui a été fait, si ça a été bien fait, c'est tout à fait possible aujourd'hui, on sait le faire. Mais il y a un aspect où je le fais tous les jours, moi, au quotidien aujourd'hui, un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, presque pas, et on aborde presque jamais, c'est l'aspect de l'usager. Parce que tant qu'on fera des très beaux travaux de rénovation performants, si on n'applique pas l'usager dans la chaîne de l'ensemble de l'opération, on n'obtiendra jamais de bons résultats. Je prends une expérience toute bête, tout simple. 2 clients, 2 villas voisines contiguës. 2 frères. Même maison, même époque, même construction, même projet. Rénovation globale, chauffage électrique. Je dis à un ce qu'il faut surtout ne pas faire en termes d'utilisation de sa maison, penser à fermer les volets, réduire son chauffage, tout ça. Je dis à l'autre, je ne parle pas de ça. Je n'en parle pas du tout. Je dis on va faire la rénovation énergétique, on va changer tous les appareils de chauffage, on va mettre une programmation. À la sortie, celui que ça lui a coûté un peu plus cher, il a fait en gros 18% d'économie. L'autre qui a mis juste en application les recommandations que je lui ai données, il est à 12% d'économie. Voilà. C'est le constat, l'usage, avec une belle explication, c'est hyper important et on en entend très peu aujourd'hui et encore malheureusement. Et j'interviendrai au fur et à mesure, au cas par cas, s'il y avait besoin de répondre à d'autres questions. Voilà. Merci. Merci. Un complément? Non, moi j'avais juste mis quelques diapos sur ce en étant beaucoup moins généraliste que sur l'intervention précédente, enfin que sur la mienne, sur ce qui avait été fait dans le cadre de Mur, sur un peu loin pour la diapo 30, je ne sais pas combien. Est-ce que c'est la dernière partie? Voilà, 37 je crois. Ce qui avait été fait pour essayer de faire en sorte que la qualité des travaux soit la meilleure possible, sachant que c'était très clairement pas du tout, enfin c'est pas comment dire, sur la partie exécution, c'est pas là-dessus que l'opération était la plus exemplaire et la plus innovante. Voilà. On va y arriver. Donc du coup ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de Murmure, c'était à la fois un référentiel de travaux, mais qui reste un référentiel papier, c'est-à-dire que là on a défini sur le papier
de manière assez précise, voilà, et concrète, quels étaient les travaux à réaliser, comment on devait les réaliser, comment gérer ce qu'on appelle les points singuliers et autres. Donc sur le papier, c'est quelque chose de très très précis. Par contre, derrière, pas forcément une vérification très très pointue ou fine ou systématique de ce qui était réalisé. Mais quand même un souci d'intégrer un référentiel de manière un peu approfondie, ce qui n'existait pas forcément de manière claire auparavant. Il y a une chose qui était aussi obligatoire, c'était une maîtrise d'œuvre. Donc les copropriétés, même si elles sont en général gérées par un syndic professionnel, prennent quand même régulièrement un maître d'œuvre, si ce n'est systématiquement, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le réflexe de chacun de prendre un maître d'œuvre. Quand on fait des travaux de ravalement, d'isolation et autres, ça devient assez naturel, mais de manière générale, c'est assez rarement le cas. Et là, l'idée, c'était aussi d'avoir un maître d'œuvre, qui avait la qualification d'architecte, plus cette fois pour que, en termes de rendu architectural, même si ce n'est pas le cœur du dispositif, il y ait quelque chose qui soit correct également. Et ce point-là, sur le volet architectural, va être renforcé pour Murmure 2. Parce qu'il y a eu quelques retours mitigés sur ce sujet. Et parallèlement à ça, nous à l'AEC, on avait un rôle entre guillemets d'instruction technique, mais qui reste une instruction technique à distance, et toujours plutôt sur papier. La France est quand même permis d'aller faire quelques visites de chantier, mais c'était pas du tout quelque chose qui était systématique, et donc on l'a fait de manière un peu volontaire pour voir un peu ce qui se passait. Voilà. Et puis en amont, ce qui avait été mis en place, c'était des formations pour les maîtres d'œuvre. Donc là, on avait monté un programme de formation qui a été reproduit après à l'échelle régionale, qui s'appelait le programme REMAC, sur une formation de 3 jours sur la rénovation énergétique. Et puis on avait aidé aussi modestement, parce que c'était, je pense, encore un peu de murmure, modestement au renforcement des compétences des entreprises, surtout au travers de la mise en place d'un ou deux plateaux techniques pour des formations dans l'agglomération de manière plus élargie en Isère. Voilà. Donc globalement, on avait des garde-fous, mais pas du tout la garantie de la bonne réalisation de manière très pointue et pas de vérification systématique sur Murmure 1. Donc je voulais juste expliquer au travers de ça que même dans une opération comme celle-là, ce sujet-là, finalement, n'a pas été très bien traité, et il y a largement moyen de faire mieux. Ça veut dire que tout a été désastreux. Hein. Par contre, s'il y a des choses qui se sont mal passées, on ne les a pas forcément vues, si ce n'est si elles nous sont remontées. Sur Murmure 2, du coup je fais le parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure, on peut passer à la diapo suivante. Là l'idée effectivement sur le volet maison individuelle que vous avez évoqué, l'idée c'est quand même de vraiment mettre en responsabilité les entreprises. Donc, le pari c'est de dire voilà, ce sujet-là qui est de la maison individuelle, c'est vraiment le sujet de l'entreprise et de l'artisanat, et nous, au sens collectivité, on n'a pas vocation à aller trop sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'acteurs et on veut mettre en avant les acteurs les plus professionnels et les plus qualifiés qui sont capables à la fois de proposer un parcours d'accompagnement, donc quelqu'un qui est capable d'apporter de l'information, du conseil, de réaliser des travaux et derrière d'apporter du conseil aussi sur l'usage, d'apporter des solutions de rénovation globale, c'est-à-dire qu'il soit capable d'apporter des rénovations de plusieurs postes de travaux et pas un artisan de manière isolée. Donc ça sous-entend qu'on va labelliser des gros points d'entreprise que vous évoquiez. Et puis quelque chose d'important pour Murmure 2, c'est à l'image de ce qui s'est fait pour les copros, où on avait un interlocuteur unique, accompagnateur de la copro, qui pouvait être soit l'ALEC dans un premier temps, soit un opérateur qui était le pacte de l'ISA dans le second temps. Là, du coup, l'interlocuteur unique qui suit le projet dans la longueur, c'est justement un interlocuteur unique dans le groupement d'entreprises. Voilà. Et nous, le rôle de la plateforme, au sens de l'ALEC au sens de la plateforme, c'est plus de faire un accompagnement un peu à distance du professionnel pour vérifier que les choses avancent correctement. Et c'est vraiment les entreprises qui sont responsabilisées bien avant. Donc pour cela, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. Donc il y a une petite quinzaine d'entreprises, de groupements qui ont répondu et qui vont, pour la plupart, être prochainement labellisés. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Je pense qu'on peut même la sauter pour ne pas faire trop long. C'est juste pour illustrer que le groupement d'entreprises, c'est lui qui assure la plus grande partie de l'accompagnement sur le parcours de service de Murmure 2 maison individuelle. Et nous, plateforme, on est vraiment là en cas de besoin. Et l'idée étant d'apporter plutôt un regard extérieur et de jouer un rôle, ce qu'on appelle de tiers de confiance. C'est-à-dire que, ok, on fait confiance en l'entreprise, mais on veut quand même que le particulier puisse se retourner vers quelqu'un d'autre quand il a une question, une interrogation, et qu'on puisse aussi valider le projet de certains
stade de son avancement. Et pour finir, je ne parlerai pas de l'usage, parce qu'on pourrait faire une demi-journée sur le sujet. Je voulais juste dire que du coup, effectivement, dans l'atteinte de la performance après qu'on ait réalisé les travaux, il y a quand même toute une partie qui est importante, sans parler de l'usager au sens occupant du logement, qui est le rôle du gestionnaire, on va dire, que j'appelle le maître d'ouvrage, sur tout ce qui est suivi de consommation énergétique. Voilà. Donc, si on ne suit pas ces consommations, on ne peut pas savoir forcément si on a atteint les objectifs ou pas. Ça, c'est plutôt le rôle du maître d'ouvrage. Et puis, il y a le rôle de l'exploitant, surtout quand on a un chauffage collectif. Voilà. Où là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'une part, pour faire en sorte qu'il récupère une installation qui soit conforme à ce qui était prévu, qu'elle soit bien réglée, bien optimisée, et que derrière, il puisse exploiter correctement cet équipement-là. Si ce n'est pas le cas, si on lui donne quelque chose qui ne fonctionne pas, il ne faut pas demander à l'exploitant de garantir des performances extraordinaires s'il n'a pas les bons outils pour le faire. Et juste pour terminer, effectivement, il y a un intérêt, on va pas développer ce sujet-là, mais il y a un intérêt à avoir une approche de type commissionnement du début à la fin du projet. Commissionnement, en gros, c'est avoir une démarche un peu qualité du début, de la phase conception à la phase exploitation presque, pour faire en sorte qu'à chaque étape, justement, il y ait la bonne transmission d'informations, qu'on vérifie bien que ce qui était prévu a été réalisé, que ça a été réglé, et autres qui est là. En gros, c'est de la démarche qualité. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu du bâtiment, c'est pas évident à faire passer. Encore plus dans le milieu de l'artisanat, de fait. Même s'il y a des gens qui travaillent très bien ensemble naturellement. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. À ce stade, je voudrais préciser que sur cette deuxième partie, on aura une étape discussion. Donc on a regardé ce point-là, on va regarder l'aspect financement, et puis on aura un avis du département général et on engagera le débat sur l'ensemble de la deuxième partie puisque tout ça est cohérent. La première partie c'était jusqu'à l'avis positif, la deuxième partie c'est comment s'assurer que tout ça se met en place de façon pertinente. Donc les questions seront dans quelques minutes, mais n'ayez crainte, il y aura la place pour les questions. Pierre-Henri, finance. Bon, je vais aller vite, hein, parce que c'est vrai que dans les facteurs clés de succès pour obtenir la décision de l'Assemblée Générale, on a dit qu'il fallait le financement aussi. Ce que je vois en général, hein, dans une copropriété, le reste à charge, parce qu'on parlera des subventions aussi, mais le reste à charge pour un copropriétaire, il y a des écarts types importants, mais ça va être autour de 10 000 euros. 10 000 euros pour un copropriétaire, pour un jeune ménage qui vient de s'endetter pour acheter son logement, ou pour une personne âgée, c'est très compliqué à sortir du jour au lendemain. Donc c'est un vrai. Donc très souvent, la question du financement des travaux est un élément de frein au vote en Assemblée Générale. En revanche, si on vous dit les 10 000 euros, vous les étalez sur 10 ans et ça fait 1 000 euros par an sur 10 ans, naturellement, il y a une capacité beaucoup plus grande à voter les travaux parce qu'on va étaler la charge. Et le meilleur moyen pour étaler un montant sur une durée, c'est un emprunt. Voilà. Pour autant que le taux d'intérêt de l'emprunt ne soit pas disproportionné, ne renchérisse pas de manière disproportionnée le coût global des travaux. D'où la problématique véritablement du financement bancaire, en plus, on va le voir, de toutes les subventions qui existent et qui permettent, mais qui sont souvent avec des conditions de ressources, donc qui ne permettent pas forcément à un jeune ménage de débarrasser. Moi, je me souviens de discussions que j'avais avec une collectivité locale, en disant que c'est la faute des banquiers s'il n'y a pas de vote en Assemblée Générale, parce que les banquiers, ils prêtent qu'aux ménages solvables. Or, ceux-là, ils n'ont pas besoin de prêt, et que donc à ceux qui ne sont pas solvables, on ne leur prête pas, donc ils votent contre, et donc la décision n'est pas actée en Assemblée Générale. Alors, donc, on se disait, trouvez-nous une solution pour que vous puissiez prêter également aux ménages non solvables. Et ça existe. Hein, c'est clairement, ça existe, on appelle les prêts collectifs pour l'ensemble des copropriétés. Alors, vous voulez qu'ils soient insolables, parce que s'il est insolable, effectivement, il n'y aura pas de prêt. Mais dès lors qu'on fait un prêt collectif, c'est les mêmes conditions qui sont octroyées à l'ensemble des copropriétaires. L'ensemble des copropriétaires ne sont pas solidaires les uns par rapport aux autres parce qu'ils ont une garantie qui s'exerce. Donc
c'est pas parce que mon voisin de palier ne payera pas son emprunt que je vais être appelé, moi, en tant que voisin, pour payer ça peut pas. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une contre-garantie, et la grosse question, c'est de savoir quelle est cette contre-garantie. Et c'est pour ça qu'on avait inventé, avec le Pays Voironnais, c'était assez original comme démarche, dire qu'on va créer un fonds de garantie qui est uniquement la valorisation des certificats d'économie d'énergie qui ont été générés sur les parties communes. Eh ben, ces certificats d'économie d'énergie, ils vont être abandonnés au Pays Voironnais. Le Pays Voironnais va les mettre dans un fonds de garantie. Ce fonds de garantie, il va permettre de garantir les emprunts des copropriétaires qu'il faut. Ce qui veut dire qu'on était en mesure de remettre les certificats d'économie d'énergie dans l'écosystème global du circuit financier. C'est les travaux eux-mêmes qui allaient financer la garantie, qui allaient donc permettre l'octroi de crédit à l'ensemble des copropriétaires. Donc ça, c'est un dispositif assez original qu'on avait mis en place il y a 3 ans et qui a bien fonctionné. Donc c'est un peu compliqué juridiquement à mettre en œuvre, mais il y a différents dispositifs qui peuvent être aménagés. Et puis surtout, on a eu aussi depuis peu, les décrets d'application sont sortis que l'année dernière, c'est l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro collectif. C'est le même système que le collectif. Mais seulement ça permet aussi pour l'ensemble des copropriétaires d'avoir cette fois-ci un prêt à taux zéro. Alors reste la question de la garantie, donc cette garantie avec les CE2 ça peut exister, mais il faut aussi inventer d'autres systèmes de contre-garantie, mais qui permettent de lever les freins potentiels au financement des opérations de rénovation énergétique. Donc ça veut dire que normalement, pour le reste à charge des copropriétaires, il y a une possibilité de l'étaler sur le prêt sur 10 ans. Et ça, c'est des choses qui existent, c'est pas assez connu, il faut qu'on le déploie, et en toute rigueur, l'aspect financement ne doit pas être un blocage pour le financement des travaux de rénovation énergétique. Un mot sur les financements collectifs. Encore les 2 phrases à vous. Si vous voulez, vous pouvez même les mettre. Donc, ce que je voulais juste dire en complément sur les financements publics, les financements publics, c'est pas que des aides financières en fait. Il y a des dispositifs qui portent à la fois consistent à aider financièrement en recevant très du genre. Il y a aussi du financement d'accompagnement de ces projets-là qui est aussi important, voire plus important. C'est du financement public souvent, c'est la diapo 30 cette fois, si vous arrivez à la mettre. 30, oui. Et donc à l'échelle nationale, ce qu'on retrouve, c'est donc le crédit d'impôt en termes d'aide et les coprêts à taux zéro, collectif individuel, comme ça a déjà été évoqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif ici. Et au niveau national, il y a aussi quand même le financement et l'animation du réseau, on a qui appelle les espaces info énergie, c'est les points de rénovation info-service, qui sont quand même fortement financés par l'État au travers de l'ADEME. Point rénovation info-service, c'est le sujet du dépôt. Point rénovation info-service qui sont aussi financés par les collectivités locales qui sont des agglomérations, des métropoles, des communes, des régions, des départements, collectivités qui sont aussi souvent à l'origine de la création de ces points de rénovation info-service. Et collectivités qui, par ailleurs, mettent aussi parfois en place des systèmes d'aide ciblés, que ce soit des aides directes ou des prêts. Sachant que, voilà, effectivement, depuis les 2 ans maintenant, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt régionaux pilotés par les délégations régionales de l'ADEME, on voit, entre guillemets, fleurir des plateformes locales de rénovation énergétique qui sont portées par des collectivités locales et qui sont finalement leur levier d'action principal pour agir en matière de rénovation énergétique de l'habitat, qu'il soit privé en général, collectif ou individuel. On peut passer à la diapo suivante. Juste pour faire très rapide sur les plateformes de rénovation énergétique, donc sans doute c'est un service public de la performance énergétique de l'habitat, qui est en fait quelque chose qui vient renforcer ou compléter les points de rénovation info-service. Ce qu'on appelle un point de rénovation info-service, ce qu'on exerce nous avec, c'est un endroit où les gens peuvent venir se renseigner. Donc c'est eux qui font la démarche de venir chez nous. Vous pouvez en avoir entendu parler de nous, nous avoir vu sur des
des animations, des forums, des salons. Par contre, il y a une logique de conseil ponctuel, il n'y a pas de logique d'accompagnement de notre projet en fait. Donc ils viennent, ils ont un renseignement, ils repartent. S'ils veulent revenir, ils reviennent, ils peuvent nous rappeler. Par contre, c'est pas nous qui allons revenir vers eux pour les accompagner, savoir où ils en sont, comment ils avancent, ou les inciter à aller plus loin. Et ça, c'est la logique des plateformes de rénovation qui, elles, ont vraiment vocation à accompagner les propriétaires dans leur projet. Ça, c'est pour la partie vraiment visible d'accompagnement. Et plus largement, une plateforme, ça a pour objectif de mobiliser les acteurs, de stimuler la demande, de communiquer auprès des particuliers, de contribuer à la structuration de l'offre auprès des entreprises, et puis de mobiliser tous les modes de financement possibles, soit public, privé, les C2E et autres. Et donc les moyens, c'est l'information, la communication, ce qu'on appelle des parcours de services adaptés en fonction du public, en fonction des cibles, et proposer, ça c'est un point important, des offres globales de financement au mieux, c'est-à-dire on essaie de regrouper tous les financements possibles pour proposer quelque chose de lisible, de clair et de consolidé, on va dire, aux propriétaires. Voilà pour l'illustration sur les aides publiques. Et je voulais juste vous dire que sur Murmure, parce que j'avais une diapo là-dessus, le taux de passage à l'acte, c'est effectivement un petit peu mieux que ce que vous disiez, parce qu'effectivement il y a eu à peu près 400 demandes d'information. Par contre, derrière, il y a eu à peu près 150 vraiment accompagnements de copropriété, 150, 60 même, et il y en a la moitié qui ont voté les travaux finalement. Voilà. Donc entre les premières intentions qui effectivement sont vite réduites, après sur les gens qui sont vraiment engagés dans un projet de réflexion de projet, il y en a quand même la moitié qui ont voté, ce qui est largement plus que ce qu'on retrouve à côté de ces opérations-là, où le taux de passage à l'acte va plutôt être proche de 10-20%, à mon avis, et encore. Voilà, d'où l'intérêt des plateformes de rénovation. Et juste pour finir, il y a une diapo que je ne passerai pas, pour dire quand même que c'est quelque chose qui coûte cher, ces financements publics, y compris sur Murmure. Murmure, ça peut faire 60 millions d'euros de travaux générés, et la part qui est financée par les copropriétaires, finalement, sur ces 60 millions, c'est 38 millions, si je ne me trompe pas. Donc tout le reste, donc les 22 de ça, restant, c'est quand même du financement en général public, de la collectivité, de l'ANA ou autre. Donc ça demande aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, de mettre en place beaucoup de moyens en termes de fonds publics. Voilà. Donc le défi, c'est d'arriver à faire la même chose avec moins de moyens. Bien, merci beaucoup. Donc dans cette deuxième partie, on a vu qu'est-ce qu'il faut pour que les travaux se fassent dans les meilleures conditions. Alors bien sûr, on n'a pas abordé le sujet dans sa globalité, mais enfin on a essayé en tout cas de donner des touches, et on y reviendra dans les questions, dans le débat. Deuxièmement, on a vu que à la suite du vote positif de l'Assemblée générale des copropriétaires, il était possible d'obtenir des financements. On a vu les financements publics, mais il était tout à fait intéressant d'avoir l'avis du banquier privé qui explique qu'il a aussi toutes sortes de solutions pour financer la partie liée aux propriétaires. Et ça, c'est souvent très mal connu. On pense toujours aux aides, mais en fait, il y a aussi toutes sortes de solutions, en tout cas de certaines banques. Et c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant de montrer que certaines banques ont su mettre en place des solutions qui vont bien dans ce cas-là, en particulier donc la Banque populaire des Alpes. Donc, à ce stade, on arrive vers la fin de ces débats. Avant de rentrer dans la phase complètement de débat, on voudrait laisser la parole au département pour essayer de nous dire finalement, vu par la collectivité département, qu'est-ce que c'est une rénovation énergétique réussie. Et Xavier Favreau prend la parole à partir de là. Merci beaucoup. Je me présente rapidement, je suis Xavier Favreau, je travaille au département de l'Isère, anciennement conseiller général, et je travaille dans les services bâtiments à la direction de la construction publique en tant que référent énergie bâtiment. Nous, on a une logique de gestion patrimoniale au sein du département avec un parc qui est quand même assez important. Alors, on n'est pas du tout dans la même logique qu'on a exprimée jusqu'à maintenant en termes de copropriété, d'organisation, de la décision, de la prise de décision autour de des projets de rénovation. Nous, c'est l'Assemblée qui nous guide
est les élus qui décident des orientations à prendre sur le sujet, et on a une ligne directrice en termes de politique et économie d'énergie à mettre en place sur le sujet. Alors pour vous donner un peu une idée du patrimoine bâti, il est un peu conséquent quand même au département. On a en gros 96 collèges, qui est quand même une majorité en termes de surface de bâtiments qui sont exploités par le département. On est propriétaire de ces locaux, responsable des travaux réalisés et de tous les moyens mis à disposition de l'éducation nationale sur ce patrimoine. Et on a aussi 212 bâtiments départementaux qui, pour exercer un grand nombre de nos compétences, les principales, c'est tous les bâtiments d'exploitation de la voirie départementale et tous les centres médico-sociaux pour l'action sociale, qui sont les compétences importantes du département. On a aussi d'autres bâtiments un peu atypiques, c'est-à-dire qu'on a aussi des musées départementaux, une dizaine en Isère, et donc on va même jusqu'à faire de la gestion patrimoniale sur des châteaux, genre le domaine départemental de Visil, sur le musée dauphinois, vous devez connaître, donc avec une particularité à gérer, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur ce type de patrimoine, notamment au niveau énergétique, comme vous le pouvez le comprendre. Donc notre stratégie en termes de restructuration, aujourd'hui, il n'est pas organisé spécifiquement autour de la rénovation énergétique. J'en ai entendu parler tout à l'heure sur les copropriétés. L'angle d'attaque est souvent de dire on a un problème de gestion patrimoniale, profitons de l'intervention pour faire de la rénovation énergétique. Donc au département, il y a une décision qui a été prise de quand même revoir sur un périmètre large la restructuration des bâtiments. On va avoir d'ici 2021 5 restructurations complètes, 23 restructurations partielles, un collège neuf, mais on est vraiment sur un objectif de réhabilitation avant tout, des programmes de restructuration de centres d'entretien routier et de maisons de territoire pour les aspects administratifs. Et ça a été programmé principalement en fonction de l'état existant des bâtiments, des nécessités, des évolutions d'effectifs pour les collèges, parce qu'on doit gérer de la démographie d'élèves et des évolutions entre différents secteurs géographiques, et aussi des redéploiements de compétences, parce que vous savez, comme toute collectivité, on est impacté par la réforme territoriale, et on doit s'adapter en termes d'abord de services publics et de services à l'usager, et donc constamment revoir notre positionnement et la composition de nos bâtiments pour pouvoir apporter le meilleur service. Donc pas de programme spécifique en rénovation énergétique, mais par contre une volonté sur chacune opération menée de réduire au plus fort les consommations énergétiques dans un but de réduction des dépenses. C'est la stratégie des collectivités. Aujourd'hui, en termes de dépenses de fonctionnement, on est dans un objectif, et d'ailleurs depuis de nombreuses années, de réduction ou de maintien pour pouvoir réduire le niveau d'endettement général de la collectivité française en fonction aussi des subventions d'État. Donc il y a un programme de rigueur à ce niveau-là, et l'énergie est un moyen de réduire la facture de fonctionnement. Donc on a mis en place des rénovations importantes avec un volet énergétique, et pour nous les facteurs de réussite, c'est de poser un certain nombre de bases qui sont posées aussi en copropriété. Il faut dire que sur ces bases, on s'est aussi largement appuyé sur la dynamique grenobloise et l'opération Murmure, qui a développé sa vision de rénovation par objectif qu'on appelle BBC compatible, c'est-à-dire à chaque fois qu'on travaille un poste en rénovation, on travaille à un certain niveau de performance pour qu'une fois qu'on l'ait traité, on ait pu revenir dessus pour qu'il soit compatible avec des objectifs à long terme. Donc on a établi ce niveau de performance qui est surtout valable prioritairement sur l'isolation, avec des niveaux forts. Donc c'est les éléments qui sont portés par la campagne Murmure. On a pris cette référence-là. Et ça a l'avantage aussi de pouvoir bénéficier du système de certificat d'économie d'énergie qui permet de rentabiliser aussi une partie de nos opérations. Donc sur les isolants, on a les références, et puis un travail aussi souhaité sur l'étanchéité à l'air, parce qu'aujourd'hui, pour aller plus loin dans la performance, on est obligé de faire des bâtiments plus étanches, où le renouvellement d'air est contrôlé. Donc il y a un gros travail, parce qu'il faut savoir que notre patrimoine, qui est construit majoritairement après les années 70, années 80, n'a pas de système de ventilation spécifique, et a une consommation moyenne qui est environ 150 sur les collèges, 150 kWh/m², mais qui est à pondérer dans le sens où on a des bâtiments très intermittents,
Un collège, c'est 150 jours d'occupation par an, avec des variations hebdomadaires d'occupation des salles très fortes. Et donc ça demande en termes de conception et de rénovation à travailler précisément ce point-là. D'autres bases importantes que l'on a fixées justement par rapport à cette intermittence forte, on a besoin de découper nos bâtiments en fonction d'usages spécifiques. Alors, en fonction des utilisations, l'administration, les logements de fonction, les salles polyvalentes, la restauration, un collège, hein, si je prends cette base-là, c'est vraiment une somme de fonctions à l'intérieur d'un même établissement, mais qui ne fonctionnent pas aux mêmes horaires et en même temps. Et on a beaucoup de collèges où, par exemple, on a l'administration et les logements qui sont accordés, ce qui fait que pendant les vacances scolaires, quand les gens sont dans leur logement, on est obligé de chauffer toute l'administration pour chauffer les logements. Ou, par exemple, en intersaison, quand on va assurer la demi-pension, on doit continuer à faire tourner la chaudière pendant toute la période, alors qu'on n'est plus en période de chauffe, pour produire les quelques quantités d'eau chaude sanitaire qu'on a besoin pour assurer le service. Donc voilà, aujourd'hui une bonne conception c'est aussi une logique pour pouvoir optimiser le fonctionnement avec des zones homogènes de production. Une bonne rénovation pour nous, donc là, séparer le chauffage de l'eau chaude sanitaire, sachant que dans les établissements il y a quand même de faibles besoins à part la restauration, c'est pas comme dans les logements. On a quelques internats mais c'est quand même assez marginal sur nos établissements. Et puis un système de régulation adapté sur nos équipements. Alors ça c'est souvent un peu un point faible de la régulation. Plus on veut faire de la performance, plus il faut réguler, plus il faut mettre des appareils, et plus on sophistique le système. Plus on le sophistique, de moins en moins les gens le comprennent. Donc voilà, il y a un vrai travail pour simplifier un peu les choses, et puis arriver à rendre pédagogique ce qui nous est proposé et vendu. Un dernier point important pour nous, des systèmes aussi aisément maintenables, parce que la construction, la rénovation c'est bien, mais en fait c'est une fois que le bâtiment est livré que l'aventure commence. La performance énergétique, on l'a eu sur le papier, on est très content, mais si on veut l'avoir en réalité, il faut que derrière ça fonctionne et qu'on puisse arriver à bien gérer, maintenir cet établissement avec des programmations simples qui sont justement adaptées pour les utilisateurs et un entretien facile. Alors maintenant je vais vous parler un peu des points qui me semblent, je vous ai parlé des bases qu'on a posées au niveau du département pour tendre vers cette performance énergétique. Il reste aujourd'hui encore des points pour lesquels on a des difficultés à traiter et qui sont liés à des contradictions d'objectifs qu'on peut avoir en qualité environnementale. Donc, alors peut-être pas commencer par celui-là. Voilà, je vais vous parler de celui-là. Le point, c'est le compromis entre qualité d'air intérieur et économie d'énergie. Donc depuis quelques années, on fait des études, puis c'est un sujet qui remonte dans l'actualité, où on mesure de plus en plus de polluants à l'intérieur des logements ou des établissements, et on se rend compte même des fois que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, donc ça pose des questions. Et ça nous pose des questions pour le lien avec la performance énergétique, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour poser une bonne base, on va renforcer l'étanchéité des bâtiments, dans des bâtiments qui n'avaient pas forcément de système de renouvellement d'air. Je pense que c'est aussi des choses qui peuvent se poser en copropriété ou en logement. Nous, on a fait des études sur le sujet, puis la littérature nous donne aussi ces éléments. Dans une classe, au niveau du CO2, par rapport aux seuils qui sont fixés de concentration de CO2, qui permettent de maintenir l'attention, notamment c'est important pour nous au niveau de l'attention des élèves, au bout de 10 minutes, sans système de renouvellement d'air maîtrisé, on a dépassé le seuil de la réglementation. Donc c'est un vrai problème par rapport à nos fonctions. Donc l'objectif, c'est aujourd'hui d'essayer de travailler cette performance énergétique en rendant étanches les bâtiments, mais pas en étouffant à l'intérieur. Donc en rentrant des débits réglementaires qui sont quand même assez importants, alors même si aujourd'hui ils sont peu importants par rapport à d'autres pays européens, et où on doit arriver à faire rentrer 450 m3 par classe, donc ça veut dire des systèmes de ventilation très performants. Donc ça c'est des choses qu'on arrive facilement peut-être à mettre en place en œuvre quand c'est anticipé, mais quand on est en restructuration et que ça n'a pas été prévu, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est des questions qu'on se pose, pour lesquelles on n'a pas encore complètement les réponses. Et je pense que ça va être un enjeu d'avenir, donc comment on va collectivement traiter ce sujet-là, de lien entre performance énergétique et qualité de l'air intérieur.
Un autre point sur lequel on n'a pas encore bien pu établir de doctrine, c'est le pilotage d'installation technique. Donc je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Qui dit performance, dit système technique élaboré, avec des modes de contrôle importants, des rétroactions, des liens entre différents équipements, avec donc des schémas d'organisation qui sont quand même assez compliqués. Nous, au département, on a une diversité de modes de régulation très importants, ça s'est installé au fur et à mesure du temps, des GTC, toutes marques, tout mode de fonctionnement, avec un gros problème, c'est que ceux qui sont installés sont partis. Il n'y a pas de module qui ont été laissés, d'explication en texte, simplement un mode d'emploi, savoir sur quel bouton je dois appuyer pour que ça fonctionne, puis comment ça fonctionne quand j'appuie sur ce bouton-là, à quoi ça correspond. Et avec un autre problème, c'est qu'on a un renouvellement de personnel très important. Nous, au niveau des collèges, au niveau du bâtiment, les gens chargés de la gestion sont mutés fréquemment, et quand ils partent, généralement, il n'y a pas forcément de tuilage avec la personne qui arrive, mais du coup, elle part avec la bibliothèque dans sa tête, c'est-à-dire la mémoire du fonctionnement de l'installation. Donc c'est un vrai problème, et on n'a pas de document de pilotage existant sur le sujet. Donc aujourd'hui, c'est un point sur lequel on insiste auprès des fabricants, auprès des installateurs, c'est donnez-nous des éléments lisibles pour arriver à faire fonctionner nos installations, la programmation de nos centrales de traitement d'air, la programmation de notre chauffage, de notre eau chaude sanitaire, pour qu'on puisse être un peu plus sachant sur le sujet, et puis aussi qu'on puisse discuter avec les sociétés d'exploitation qui connaissent aussi ces métiers-là, mais si on veut optimiser énergétiquement, il faut qu'il y ait un dialogue sur l'occupation. Donc nos pistes, nous, c'est uniformiser les interfaces comme machine. On aimerait bien qu'un jour, un agent qui se déplace d'un collège à l'autre, il puisse s'y reconnaître au moins pour programmer les horaires d'occupation et programmer les consignes de température. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, on ait ces fameuses notices simplifiées qui soient données à des installations et qu'on ne se limite pas à une demi-journée de formation sur un coin de table, on peut expliquer comment ça se passe, et 15 jours après, parce qu'on n'a pas mis en pratique, on ne sait plus comment ça fonctionne. Des points à creuser. Voilà. Donc, c'est aussi, comme je disais, concevoir un bâtiment, c'est bien, mais l'aventure commence vraiment quand on l'a réceptionné et quand il commence à vivre. Il faut savoir que sur l'énergie, c'est principalement la période d'exploitation qui va être importante en termes de consommation, en termes de dépenses, par rapport à la période de construction, comme pour toute exploitation de bâtiment. Et donc, c'est avoir une bonne réception et mise en main des installations. Aujourd'hui, quand on arrive en fin de chantier, vite, il faut installer les élèves, vite, il faut installer les agents, signez-moi le PV de réception, on vérifie, ça va à peu près, puis il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Le problème, c'est qu'après, pendant un an, on essuie les plâtres, les réglages n'ont pas été faits correctement ou nécessitent d'être revus, et on est dans une exigence, dans un dialogue des fois difficile avec les usagers, parce que ça n'a pas été bien apprécié, ça n'a pas été prévu dans l'émission, et puis comme le chantier est terminé, beaucoup de gens sont partis, donc on n'a plus les gens sur la main pour arriver à faire complètement les réglages. Donc pour nous, c'est quelque chose sur lequel on va insister aussi, c'est-à-dire les fameuses missions de commissionnement dont parlait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire une mission de prolongation de la mission de la maîtrise d'œuvre pour vraiment qu'on ait l'assurance, pas uniquement sur papier, mais au bout d'un an, 2 ans de fonctionnement, qu'on a bien les résultats voulus en termes de performance. Et que les dépenses, c'est-à-dire l'argent qui a été investi, eh bien, on le récupère quelque part par rapport réellement à ce qui a été mis en place, qu'on récupère en économie de fonctionnement. Donc ça c'est un travail vraiment important. C'est important financièrement, c'est important aussi dans la tête des usagers. On a livré des bâtiments, alors attention, on arrive, on vous donne un super bâtiment HQE, vous allez voir, c'est le top de la performance environnementale, et puis tous les premiers mois, les gens commencent à se payer et s'accueillent de partout, parce que, attendez, moi je veux bien que ce soit de votre qualité environnementale, mais j'ai froid dans mon bureau. Donc voilà, donc à un moment donné, si on n'anticipe pas ça, on discrédite nos bâtiments, et comment dire, c'est difficile à rattraper. Si après on veut que le bâtiment vive bien, si on veut que les usagers participent à l'objectif de performance énergétique, eh ben, il faut pouvoir leur donner quelque chose qui soit en fonctionnement et qui attende à leurs besoins. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à travailler, ces moments de livraison. Et que ce n'est pas encore assez pris en compte. Là, j'ai entendu parler beaucoup de conception, de réalisation de travaux, mais la mise en service
et le début d'exploitation, c'est important si on veut atteindre la performance énergétique et l'objectif qu'on s'était fixé initialement. Voilà, donc ça c'était pour vous faire un peu un retour sur nous les bases qu'on a posées par un certain niveau de réussite et aujourd'hui les questions qu'on se pose et puis voilà, on peut avoir vos retours sur ces sujets-là. Merci.